Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le Trésor public béninois fête ses 60 ans d'existence. Les festivités marquant cette célébration ont été lancées ce jeudi. La vente à la sauvette dans les feux tricolores à Cotonou, une pratique qui s'observe toujours malgré l'interdiction par un arrêté préfectoral. On en parle dans cette édition. Et puis, élection présidentielle ce jeudi en Zambie. Les électeurs doivent choisir entre le président sortant et son opposant Hichilema. Bienvenue à toutes et à tous. Les festivités commémoratives des 60 ans d'existence de l'administration du Trésor et de la comptabilité publique ont été lancées officiellement ce matin au siège de l'institution à Cotonou, présidé par le directeur de cabinet du ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Ce rendez-vous a eu pour thème principal le Trésor public à l'ère de la dématérialisation. On écoute respectivement Oumara Karimou Assouma et Emon Orutaku, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique et directeur de cabinet du ministère de l'économie et des finances. Ils sont au micro de Cano François Ombédérito et Damien Pedro. L'administration du Trésor a bénéficié des externalités positives du PAG Bénin révélé, ce qui a accéléré les projets de dématérialisation de ces services. Je voudrais ensuite, au nom du personnel et en mon nom propre, exprimer à Monsieur le ministre d'État toute notre reconnaissance pour son accompagnement de tous les jours et son appui constant. Pour une structure comme le Trésor public, 60 ans de vie, c'est à la fois beaucoup et peu. Beaucoup parce qu'à travers le temps, l'administration du Trésor a évolué et a dû faire face à de nombreux défis. A-t-elle pu se hisser au fil des ans au rang des meilleures institutions financières publiques? La réponse à cette question pourrait au besoin donner des idées sur les prochains défis de notre administration du Trésor public. Il ne fait nul doute que votre entité, notre entité, est l'une des structures dont l'existence est intimement liée à celle de l'État. À cet égard, l'on est tenté d'affirmer que 60 ans de vie restent tenus ou peu, car la durée d'un État n'est qu'un détail insaisissable. La campagne de vaccination contre la COVID-19 a officiellement été lancée le 31 mars dernier. Plusieurs mois après, des citoyens sont réticents à se faire vacciner. Suivez à ce propos le reportage de Clémence Tonoucoin et Damien Pedro. La vaccination contre la COVID-19 était au départ limitée à certaines couches de la population et certains corps de métier. Elle a été ensuite élargie à tous les citoyens âgés d'au moins 18 ans. Le chef de l'État et quelques ministres du gouvernement ont donné le bon exemple. Malgré cela, des citoyens ne sont pas décidés à se faire vacciner. Personnellement, je ne l'ai pas fait et j'ai de résistance par rapport à ça. C'est vrai que le chef de l'État a donné l'exemple en se faisant vacciner. Mais nous suivons les chaînes à l'international aussi. Et les médias internationaux, nous sommes sur les réseaux sociaux. Cela nous amène à être vraiment réticents. Franchement, je ne l'ai pas encore fait parce qu'il y a trop de polémiques autour. Et je ne table que sur des réflexions scientifiques pour apprécier la chose. Parce que le débat, il est à haut niveau, à un niveau que on ne peut qu'avoir du doute. Selon le docteur Uriel Dassundo, cette réticence de la population se justifie par la peur et le manque d'informations. Pour lui, l'unique solution à cette situation reste la sensibilisation. Actuellement, nous avons beaucoup de vaccins venus de différents laboratoires. Et il y a déjà une guerre entre ces laboratoires, une guerre froide carrément et qui n'arrange pas la population.
Et cette réticence est justifiée, c'est la peur, c'est l'insécurité. On n'est pas tranquille. Et il faut dans ce cas informer les populations pour dire, bon voilà, nous avons quand même des vaccins sur le marché béninois qui sont de très bonne qualité. Moi, j'ai eu déjà fait mes 2 doses de vaccination anti-Covid. Je ne suis pas mort, je ne suis pas tombé malade, je suis agent de santé, je me porte très bien. Comme tout produit, les vaccins anti-Covid ont une date d'expiration. Ne pas les utiliser avant cette date serait du gaspillage. Si pendant une période donnée, le produit n'a pas été injecté, on sera obligé purement et simplement de mettre de côté et de jeter, tout simplement. Mais ce serait du gâchis pour notre pays, ce serait du gâchis pour le ministère de la Santé. Le porte-parole du gouvernement, lors de sa dernière conférence de presse, n'a pas manqué d'inviter les populations à faire le bon geste. De demander à l'ensemble de nos compatriotes d'aller dans les centres de santé, là où les vaccins sont disponibles, pour aller recevoir leur dose. La vaccination reste l'un des moyens les plus efficaces de lutte contre la pandémie. Le phénomène de la vente à la sauvette au niveau des feux tricolores de Cotonou draine de plus en plus de petits-enfants. Ces vendeurs en quête du minimum courent des risques au quotidien. Clémence Tonoucoin et Fiacre Voitan se sont intéressés à cet aspect du phénomène à travers ce reportage que je vous invite à suivre. Ils sont présents au niveau des feux tricolores de la ville, proposant aux cyclistes et motocyclistes divers articles. À longueur de journée, des jeunes hommes, des jeunes filles et même des enfants se faufilent entre motos et voitures en arrêt au niveau des feux de signalisation. Des usagers de la route, pour une raison ou pour une autre, sont amenés à s'approvisionner auprès de ces vendeurs. Les risques liés à cette activité sont pourtant multiples. C'est de l'insécurité totale. D'abord pour le vendeur lui-même, aussi pour l'usager. Lorsqu'il a un accident maintenant, je pense que l'investissement qu'ils vont faire ne sera pas à la hauteur de ce qu'ils vont gagner. Donc je pense qu'en tant que citoyen, là, c'est quelque chose à déplorer. J'ai toujours condamné ça parce que c'est une manière volontaire d'exposer sa vie. Parce qu'à voir aujourd'hui la circulation, la densité de la circulation à Cotonou, quand vous mettez déjà à vouloir traverser une rue, il faut beaucoup faire attention. Et là encore, c'est une fois en passant. Mais ceux-là qui sont permanemment dans les feux, à passer de voiture en voiture, pour estimer vendre, se faire un peu de revenus, c'est exposer leur vie. Compte combien? Quand vous êtes dans un carrefour, mais ce que vous inhalez comme fumée et poussière, ce n'est pas quantifiable. À travers un arrêté en date du 12 février 2017, l'ex-préfet du littoral, Modeste Toboula, avait interdit l'activité. Conscient de cette interdiction, ces vendeurs n'ont pas voulu se faire filmer. Rendons-nous maintenant dans le département du Koufo. De nouvelles mesures conditionnent désormais l'ouverture et l'exploitation des carrières de gravier et de sable au Bénin. Les exploitants du Koufo qui remplissent les nouvelles conditions ont été reçus lundi dernier à la préfecture d'Aplaoué et ils ont reçu leur attestation d'autorisation. Jonas Botti nous fait le point de la cérémonie. Ils sont 14 exploitants miniers à se conformer aux nouvelles exigences d'ouverture et d'exploitation artisanale de carrières de gravier et de sable dans 3 communes du département du Koufo. Cette remise officielle des attestations d'autorisation leur donne désormais droit d'exercer leur activité en toute légalité. Nous avons pu avoir 14 arrêtés d'autorisation, 9 pour Diakotomé, 3 pour Flekamé et 2 pour Dobo. J'espère que vous allez conseiller vos collègues pour qu'ils se conforment eux aussi aux normes en matière de la réglementation minière. Mais où est pour toi déposer au Mao? Nous demandons un retardataire de vite fournir les dossiers pour l'obtention de leurs autorisations. Cela nous permettra de bien mener nos activités pour payer les taxes.
Ces exploitants exerceront librement leur activité sans occulter les engagements que leur imposent ces autorisations. Le préfet du Koufo leur rappelle quelques-uns de ces engagements. Obligation de délivrer un bon de chargement à tout acheteur de produits de carrière. Obligation de payer les taxes de développement local et les redevances minières. Obligation de restaurer les sites au fur et à mesure que l'exploitation évolue. Et enfin, l'interdiction de faire travailler les enfants dans les carrières. Le porte-parole des exploitants promet le respect de ces engagements et demande aux autorités de ne plus permettre aux camions de faire des chargements sur des carrières non autorisées. Il y a des gens qui refusent d'avoir l'autorisation et qui détournent des camions qui vont charger dans leur carrière. Cela crée la mévente chez nous autres. Pour mettre définitivement fin à ces mauvaises pratiques, le préfet du Koufo a exhorté tous les acteurs à travailler en synergie afin que tous les exploitants miniers du Koufo puissent se conformer aux nouvelles réformes. L'actualité sur le continent à présent, 7 millions de Zambiens sont aux urnes ce jour pour élire le nouveau président qui sera au pouvoir les 5 prochaines années. Le scrutin s'annonce serré entre le président sortant Edgar Lungu et son rival habituel Hichilema. Des élections qui se déroulent dans un climat tendu entre grave crise économique et déploiement de l'armée pour contenir les violences qui ont éclaté ces dernières semaines. Je vous propose d'écouter quelques électeurs à la sortie des urnes ce matin. Le président est un économiste, HH est un économiste, Edgar Lungu est un avocat. Donc maintenant, nous voulons élire un président qui est un économiste pour qu'au moins nous puissions aller de l'avant. Quand il s'agit d'emploi, il n'y a pas d'emploi. Nous sommes impatients de choisir un nouveau dirigeant pour qu'il puisse créer des emplois pour nous. Oui, des opportunités d'emploi, pour qu'il y ait des opportunités d'emploi. Poursuivi par la Cour pénale internationale depuis près de 10 ans, Omar El-Béchir comparaîtra prochainement devant le tribunal de La Haye. Le Soudan a décidé de remettre à la justice internationale son ancien président. Il est accusé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide. Lors du conflit au Darfour, l'homme est resté au pouvoir pendant près de 30 ans. On revient sur son parcours dans ce sujet. Il a été au pouvoir pendant 3 décennies, 30 années marquées par l'autoritarisme, la corruption et l'impunité. Arrivé à la tête du pays en 1989, après un coup d'État soutenu par les fondamentalistes, Omar El-Béchir se fixe 3 objectifs. Transformer le Soudan en une république islamique, mater les rébellions par la force plutôt que d'instaurer un dialogue et réprimer tous les opposants afin de rester au pouvoir. L'ancien militaire mène également une véritable guerre contre les minorités ethniques dans la région du Darfour. En 2009, la Cour pénale internationale lance un mandat d'arrêt à son encontre. Omar El-Béchir est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, puis en 2010, de génocide commis dans cette province soudanaise. Des accusations loin d'émouvoir l'autocrate à l'époque. Je leur dis à tous, juges et procureurs, que je les foule aux pieds. Tout ce qui vient de la communauté internationale, je le mets dans un verre et je le bois. D'après les Nations Unies, le conflit au Darfour a fait environ 300 000 morts et près de 2 500 000 déplacés. Mais pas question pour Omar El-Béchir de se faire petit. Les poursuites de la Cour pénale internationale, l'ancien parachutiste de l'armée égyptienne s'en amuserait presque. Celui qui se distingue désormais en faisant tournoyer sa canne au-dessus de sa tête ou en dansant durant ses meetings, continue de se déplacer dans des pays non signataires du statut de Rome. Réélu en 2010 au cours d'élections boycottées par la quasi-totalité de l'opposition, Omar El-Béchir court pourtant à sa perte. En 2011, un référendum d'autodétermination du Sud-Soudan a lieu. El-Béchir a conscience qu'il peut perdre gros tant les réserves pétrolières de la région sont importantes, étant un autre registre. Je célébrerai votre décision, même si vous choisissez la sécession. Personnellement, je serai triste si le Soudan se sépare, mais en même temps, je serai heureux si nous avons la paix. Les premiers votes ont lieu 5 jours plus tard. Début février, les résultats officiels tombent et sont sans appel.
98,83% des Soudanais du Sud votent en faveur de l'indépendance. Omar el-Béchir parvient à se maintenir au pouvoir, mais la situation économique se dégrade progressivement. En avril 2019, après 4 mois de révolte populaire, il est destitué par l'armée. Déjà reconnu coupable de corruption en décembre 2019, l'ex-président est actuellement détenu à la prison de Kober à Khartoum. Comme lui, 2 anciens dirigeants soudanais, l'ex-gouverneur du Kordofan Sud, Ahmed Haroun, et l'ancien ministre de la Défense, Abdelrahim Mohamed Hussein, vont être remis à la Cour pénale internationale pour répondre de leurs actes. Et Louis Kemayou, président du Club de l'information africaine, analyse cette poursuite de la CPI. Il parle d'une justice internationale à 2 vitesses. On l'écoute. Vous prenez le cas de la Colombie, par exemple, il a fallu 8 à 12 ans, il a fallu une dizaine d'années pour que le dossier de la Colombie soit présenté devant la justice. De même pour la Géorgie, mais aucun dirigeant, par exemple, concernant la guerre des États-Unis, les opérations militaires internationales des États-Unis, de la France ou de n'importe quelle autre puissance n'ont été inquiétés. Le cas des Ouïghours n'a pas été cité. Le cas d'autres minorités qui sont menacées dans le monde ne le sont pas. Mais aujourd'hui, on a une Cour pénale internationale qui a besoin de crédibilité, qui a besoin même en interne de prouver que sa gestion ne pose pas question. Or, le fonds victime de la Cour pénale internationale est aujourd'hui quelque chose de vraiment très opaque dans sa gestion et dans son fonctionnement. Donc, toutes ces choses-là font que c'est souvent sur des coups de cœur de dirigeants, sur des choses qui sont très contestables et très subjectives, que les dirigeants sont envoyés à la Cour pénale internationale. Nouvelle étape dans la normalisation des relations entre Israël et les pays arabes. Le ministre israélien des Affaires étrangères a entamé hier une visite au Maroc, un déplacement de 2 jours qui intervient 7 mois après le rapprochement diplomatique entre Tel Aviv et Rabat. C'est une visite historique pour le Maroc. 2 jours au sein du royaume chérifien pour Yair Lapid, le ministre israélien des Affaires étrangères. Il s'agit d'une sorte de concrétisation de la normalisation des relations entre Rabat et Tel Aviv. Au programme de cette visite, une rencontre avec son homologue Nasser Bourita, l'ouverture d'une représentation diplomatique dans la capitale marocaine et la signature de 3 accords de coopération, dont un en matière de cyberdéfense. C'est une première visite officielle qui intervient quelques semaines après l'ouverture des vols commerciaux directs entre les 2 pays. Une venue loin de faire l'unanimité dans le monde arabe, notamment en Cisjordanie et à Gaza, où le rapprochement entre les 2 États est vivement critiqué. Les responsables palestiniens évoquent même une trahison, alors que le roi du Maroc, lui, tente de prouver le contraire. Mohamed VI avait notamment promis au président Mahmoud Abbas la poursuite de l'engagement permanent et soutenu du Maroc en faveur de la cause palestinienne juste. Après les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Soudan, le Maroc est le 4e pays arabe à avoir normalisé ses relations avec Israël en 2020 sous l'impulsion des États-Unis de Donald Trump, en contrepartie d'une reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le territoire disputé du Sahara occidental. Ainsi s'achève cette édition, mesdames, messieurs. Merci pour l'attention et à demain.